Le plan anti-Mélenchon de Mediapart. Vous savez que Mediapart fait parfois des masterclass et fait parfois des disasterclass, notamment en termes de géopolitique ou en termes d'anti-mélenchonisme bas du front. On sait par exemple que Plenel essaie de nous refourguer le candidat Villepin, un peu de le faire comme si c'était un candidat qui pouvait aller sur les plates-bandes de Mélenchon, notamment sur l'électorat qui a milité contre le génocide à Gaza. On connaît tout le passif anti-mélenchoniste d'Edoui Plenel. Et là, ils ont sorti une vidéo assez catastrophique pour essayer de dire est-ce que Mélenchon peut aller ou pas au second tour. Alors, ils sont obligés d'avoir des invités, de dire un peu que oui, ce qu'on dit nous depuis un an, mais en fait, ils vont pas très loin dans l'analyse. C'est assez drôle d'ailleurs parce que dans les commentaires YouTube de cette vidéo, il y avait pas mal de commentaires qui disaient bah voilà, vous dites la même chose que le Saint Graphique et Kappa Duty maintenant après, vous devriez les inviter. Donc c'est vrai qu'ils pourraient inviter Chris. Ça montrerait qu'ils ne sont pas financés par la CIA en tout cas. J'essaie de leur faire des appels du pied comme ça. Ouais, t'as raison. Mais voilà, on va réacter à cette vidéo parce qu'il y a eu pas mal de choses catastrophiques dites et notamment de choses de type noisette. Chris, comment ça va? Bah, ça va très bien. J'ai vu l'article de Cervera Marsal passer sur cette idée de Mélenchon qui va gagner. Bon, forcément, ça m'a intéressé, je l'ai lu. En fait, c'est une analyse je trouve, réduite de tout ce qu'on dit, en moins bien. Pas simplement parce qu'on est meilleur, mais parce qu'en fait, ça passe à côté du plus important, de montrer comment Mélenchon va gagner au premier et au second tour, justement en se battant à gauche. C'est-à-dire que tout le monde fait. En fait, tout le monde se dit l'analyse bateau, tu sais que tout le monde voit. Ah bah il était à 12 en 2012. Ah puis après il était à 19 en voilà. Et puis après il est à 22. Donc je tire une droite et puis je fais une droite continue comme ça, comme si j'étais en sixième et du coup je déduis qu'il va être à 27. Tu vois. Il fera 70% en 2055. Exactement. Tu vois, tu te dis bon, pour moi c'est pas de la politique, ça c'est comme les gens qui font des additions. Effectivement, on considère qu'il a un bloc, etc. Nous, on l'a mis gagnant justement en faisant un score moindre. Ce nous on dit, c'est justement qu'il va être la troisième voie dans une forme de moïsation, c'est-à-dire sans centre, avec une droite autour de l'extrême droite et de gauche, et il va s'extirper avec la gauche, exactement comme ce qu'on dit de 2002. Il y avait une gauche orientée avec Jospin, et il y a eu deux droites qui se sont battues, la droite de Chirac et la droite de Jean-Marie Le Pen, et l'outsider, l'extrême, l'antisystème est passé. Voilà. Donc c'est le fond de l'analyse. Tu te rappelles, hein, quand on l'avait fait, ça fait presque un an maintenant, c'est le fond de l'analyse en fait, ça. Et tout ça est évacué pour plein de... avec des trucs qu'on rejoint après. Oui, il y a un bloc, oui, il y a les jeunes, oui, il y a tout ça, il y a plein de trucs intéressants, mais c'est vraiment oublier le plus important de l'analyse de pourquoi Mélenchon va gagner, en tout cas celle que nous on fait. Voilà. Donc je trouvais intéressant de voir ça, et on va voir en plus comment le dispositif de Mediapart met en face quelqu'un. Alors, Cervera Marsal, tu vas voir, c'est le premier extrait, et en face, t'as quelqu'un vraiment de noisette, comme tu l'as dit, et en fait, on va voir que Mediapart est en train, t'as raison, de faire un plan anti-Mélenchon. Ils sont en train de dire comment il va gagner, tout en instillant qu'il faudrait surtout pas qu'il gagne parce que c'est un gars dangereux. Donc c'est extrêmement catastrophique. Alors, premier extrait. Donc tu vas voir d'où les gens parlent, c'est-à-dire la vision de Mediapart et d'où parlent les intervenants, quoi. Une diabolisation et caricature que nous avons pointée dans les colonnes de Mediapart, dans un contexte aussi où Jean-Luc Mélenchon et certains de ses lieutenants ont aussi parfois contribué à se diaboliser eux-mêmes par une stratégie du bruit et de la fureur qu'il a dans le passé théorisé, un verrouillage des purges internes, une recherche de l'hégémonie à gauche au nom d'une radicalité... Non, mais on croirait un truc de France Info. C'est ça. Le Donc, bruit et la fureur, blabla, Attends, c'est un peu leur faute s'ils sont diabolisés. Regarde le titre qu'ils mettent en insert. Antisémite, les fautes de Jean-Luc Mélenchon. Donc il commence le truc, le débat n'a pas encore commencé, on est à 4 minutes 05, et il commence par dire ça sur Mélenchon, tu vois. Programmatique plus grande, mais exprimée avec véhémence et conflictualité, on va dire, par certaines positions sur la justice, la corruption ou des sujets internationaux, par les mots employés et plus spécifiquement des déclarations ambiguës, voire imprégnées de stéréotypes antisémites de Jean-Luc. Oh là 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 là.
Non, mais tu sais, c'est les gars, mais ça me fait penser à la position qu'on critiquait avec Maduro. C'est en mode, on est contre qu'il soit extradé, mais c'est un dictateur, il a fait de la répression. Là, c'est ça, on n'est pas pour qu'il soit diabolisé, mais quand même, il est un peu antisémite. Bon, sur la géopolitique, c'est un peu un tanky. Et puis bon, quand même, il a insulté les journalistes, il est contre l'état de droit, mais bon, on est contre qu'il soit diabolisé. Bah, ok. Ça peut pas être, tu vois, ça peut pas sortir nulle part, tu vois, c'est pas un adversaire, quoi. En vrai, ça sert à quoi de faire un plateau sur un média indépendant pour dire ça, tiens? Non, mais Ça sert à quoi? Ça, tu peux l'entendre partout, en fait. Tu vois. Je ne comprends pas l'intérêt de financer un média indépendant. Et je le finance, hein, je suis abonné à Mediapart, hein, donc voilà. Ça sert à quoi de financer des médias indépendants pour qu'ils fassent ça, quoi? Et tu prétends être anti-impérialiste alors que tu finances directement le... Chaque fois qu'il y a un truc géopolitique, je me dis putain, faut que je me désabonne. Mais déjà, c'est compliqué de se désabonner, tu sais. Bah oui, ça coûte cher, ça revient, en plus. Et il y a quand même des trucs bien dans Mediapart, tu vois. Mais quelle catastrophe. Bah ouais. Nous, avec Zoé, vous le verrez plus tard, c'est une capsule qui va venir, on s'est abonné à Paris Match. Voilà, ça nous cringe moins. Voilà. Mélenchon et d'autres figures de LFI que Mediapart a pointé et qui étonnent, venant d'une personnalité ayant un solide bagage sur les discriminations, même si, nous l'avons écrit aussi, il n'y a rien de comparable chez lui ni chez les cadres de LFI aux saillies antisémites documentées pour l'extrême droite, qui ont valu d'ailleurs des condamnations en justice à l'extrême droite, ce qui n'est pas le cas de LFI, des accusations d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon juge infamantes, et je cite, réfute avec force. Voilà. Non mais c'est catastrophique. Voilà, donc déjà, ça commence comme ça. Bon, donc... Jean-Luc Mélenchon est antisémite, c'est pas Hitler. Ok, Mediapart est quand même cool. C'est pas Hitler, mais il est antisémite. Et c'est ça, non mais folie. Alors, et puis tu vas voir après, du coup, là, il va nous dire, c'est pas mal ça, et tout le monde devrait faire ça sur tous les plateaux. C'est de dire, d'où parlez-vous par rapport à la France insoumise, tu vois. Et donc, on va voir à qui on a affaire. Une toute petite question pour ceux qui nous regardent. Manuel Cervera-Mersal, Rémi Lefebvre, quels sont vos liens d'intérêt avec LFI et les autres partis de gauche, s'il y en a? En somme, d'où nous parlez-vous, Rémi Lefebvre? Alors moi, je ne suis plus militant à un parti politique. J'ai appelé à soutenir Mélenchon à la présidentielle de 2022. Voilà, je me sens plutôt proche du programme de la France Insoumise, mais très critique sur les pratiques démocratiques de Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que c'est important de le dire. Moi, je suis favorable à une primaire de toute la gauche pour... Voilà, donc c'est une noisette, mais on aurait pu le dire directement que c'était une noisette. Parce que quand tu commences à dire j'ai soutenu Mélenchon en 2022, c'est le discours de tous les gars qui soutiennent plus Mélenchon en vrai. C'est toujours comme ça, c'est ouais, moi j'ai rendu ma carte, blabla. Est-ce que c'est trop autoritaire? Alors je vois pas en quoi en 2022 c'était pas déjà la même configuration dans le parti, mais bon. C'est clair. Donc favorable à une primaire, noisette. Voilà, la noisettasse de base, quoi. Désigner le candidat à la prochaine élection présidentielle. Donc voilà, si je milite pour quelque chose en dehors de mes travaux de recherche, c'est pour un candidat unique de la gauche au premier tour, désigné à travers une primaire. Manuel Cervera-Mersal, moi, j'ai été militant du nouveau parti anticapitaliste lors de sa création en 2008. Je le suis resté jusqu'en 2012. Okay, donc le délire, quoi. D'un côté, un Jean l'après, primaire noisette, machin et tout, qui dit ouais, moi j'aime bien Mélenchon, mais quand même il est très méchant et blabla. Et de l'autre côté, on a un Jean NPA. Alors, on ne sait pas de quel NPA c'est. On sait qu'il est forcément atlantiste parce qu'il vient Alors, du il va le dire après, atlantiste. mais il va le dire après parce qu'il est ancien militant. Il l'a quitté en 2012, avant les scissions, tout ça, tu vois. Ah, il l'a quitté Ah oui, il l'a quitté en 2012 quand même. Il l'a quitté tôt. Mais ouais, on ne sait pas trop si c'est plus la branche un peu plus Hello, un peu NPA révolutionnaire, ou plus la branche Besancenot. En tout cas, c'est pas la branche RP, si je comprends bien, parce que RP, ils sont arrivés après 2008. Mais il n'y a rien de bon qui augure sur ce plateau, quoi. Bah, c'était peut-être la branche, tu sais, dans les scissions de la motion NPAA, la motion anti-scission. Genre vraiment. Donc, Déjà, trotskiste anti-scission. Déjà, je suis désolé, mais c'est quand même bizarre. Moi, ça me paraît bizarre, quoi. C'est limite de l'entrisme. C'est des Bretons qui n'aiment pas le beurre, quoi. Exactement. On continue. Donc ensuite, le prochain, c'est quoi? Donc on a ce genre de gens qui vont nous discuter de est-ce que Mélenchon va arriver au pouvoir. Et pourquoi ils n'ont pas invité quelqu'un de la FI? Et c'est pour te dire que c'est un dispositif vraiment anti-Mélenchon, quoi. Donc premier timecode, quelque chose que nous on dit, parce que là après il y a beaucoup d'introductions, c'est la vague de fond progressiste. Troisièmement, mais on pourra en discuter, tu utilises beaucoup Tibéri dans ton texte, Vincent Tibéri, sociologue. Voilà, et je pense que Vincent Tibéri... Alors Tibéri, c'est quelqu'un qu'on a déjà cité, qui explique que la logique de la droitisation est pas si vraie dans le peuple. Tu sais, les gens ont quand même des logiques progressistes sur le mariage pour tous, etc.
Et donc, ça fait partie des arguments que servira Marsal dit pourquoi Mélenchon va gagner. C'est devenu un espèce d'argument qui rassure les gens à gauche. Alors, disant... je situe, Vincent Tibéri fait un livre qui s'appelle La droitisation, mythe et réalité, où il dit qu'en fait, culturellement, la France est plus progressiste et peut-être plus de gauche qu'on ne le pense. Voilà. Et alors ça, je résume. Je trouve que ce bouquin est très très intéressant, mais il y a plein de limites dans le bouquin de Tibéri. Et en fait, il est utilisé par la gauche en disant rien n'est perdu et de manière un peu, il y aurait, on va en discuter. Pense que bon, et je pense. Et ça, tu vois, je trouve ça très intéressant ce truc-là parce que justement, lui, il commence à remettre ça en question. Et ça, c'est vraiment la politique des noisettes, c'est l'alerte noisette de dire « Ah mais non, en fait, il y a la vague d'extrême droite qui est en train de déferler sur nous. » Et ils ne veulent pas croire qu'il y a un sujet révolutionnaire de fond qui est masqué effectivement par le bruit des médias, par tous les médias Bolloré, par l'abstention aussi. Ouais, par l'abstention, on va en voir, par la droitisation absolue de tous les médias. Ils ne voient pas justement ce fond des gens qui, eux, ont, et notamment nous, ce qu'on appelle le sujet révolutionnaire, plus racisé, intégré dans le salariat, plus jeune, plus diplômé, plus féminisé. Et ça, c'est quelque chose que le livre de Tibéri montre un peu. En plus, c'est pas un livre de sondage, c'est un livre de sociologie. Et que, tu vois, la noisette, là, on va dire le pro-union de la gauche, ne veut pas voir. Et c'est pour ça qu'il, justement, justifie cette union de la gauche, parce qu'il dit, ah non, attendez, il faut qu'on fasse bloc contre toute l'extrême droite en France, quoi. Mais en fait, il y a une double erreur d'analyse parce que déjà, c'est faux ce qu'il raconte, le fait que l'extrême droite soit aux portes du pouvoir, il faut abandonner la radicalité pour que la gauche passe. C'est faux parce que si tu abandonnes la radicalité, on l'a déjà montré, ça fait monter l'extrême droite. Et c'est l'exemple même de la présidentielle de Trump versus Kamala Harris. C'est-à-dire qu'un discours à la Kamala Harris ultra-centriste, ultra-droitier, ça mène à la victoire de Trump, quoi. Là où Mélenchon fait que de gagner des nouvelles voix, on rappelle que Manon Aubry aux européennes a eu 1 million de voix en plus que 5 ans auparavant, ce qui est quand même énorme de faire sortir 1 million de personnes de l'abstention pour voter à gauche. Et donc, voter pour une gauche radicale, c'est justement mettre des bâtons dans les roues et empêcher l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Donc déjà, le truc de dire l'extrême droite est au port du pouvoir, c'est pas forcément vrai. Et en plus de ça, si tu voulais vraiment lutter contre cette extrême droite au port du pouvoir, il faudrait justement pas faire ce qu'il dit, mais avoir une candidature de gauche radicale qui pourrait combattre une gauche plus sauce libérale, Glucksmann, Hollande et tout ça, quoi. Exactement. Et c'est intéressant parce que tu vas voir, il va le redire. C'est ce que nous, on avait critiqué de cette dans la vidéo avec Zoé sur Mauduit, fondateur de Mediapart d'ailleurs, d'essayer de se dire, mais en fait, ce côté, tout est à l'extrême droite, donc il faut se regrouper et leur concéder des trucs. En fait, c'est vraiment leur dérouler le tapis rouge. Ce qu'il faut, c'est être frontalement oppositionnel à eux, comme tu viens de le dire, et donc être capable d'avoir une alternative à la crise d'aussi haute intensité, quoi. Ceci, quatrième élément, qui a en fait un élément auquel je ne crois pas du tout, c'est l'idée, mais vraiment ça c'est l'argument, c'est l'idée que les macronistes puissent voter pour Mélenchon au deuxième tour face à Bardella. Ça, je pense qu'aujourd'hui tu sous-estimes... C'est complètement con, ça dépend quel macroniste. Le macroniste pro-Rotaillot, pro-Darmanin, non, mais le macroniste pro-Glucksmann, oui. Mais c'est là où, justement, tu vois, c'est vraiment un truc intéressant, parce que je trouve qu'on a tous les faux débats, et je pense tout l'intérêt de notre analyse à nous, allez la voir, c'est que les mecs ne comprennent pas qu'il y aura d'abord un premier tour avec l'éclatement du macronisme. Et donc, au premier tour, ces macronistes qu'on appelle macronistes aujourd'hui vont disparaître. Certains vont devoir choisir, comme tu dis, dans une candidature Rotaillot, peut-être même il y en a qui vont directement aller à Le Pen, j'en sais rien, tu vois, et d'autres vont devoir aller vers cette deuxième gauche. Et donc, même si c'est Hollande, tu vois ce que je veux dire ? Je sais que c'est ton chouchou, Padu, même si c'est Hollande, le fait d'apparaître comme un candidat de gauche va les ramener dans ce bloc-là, et commencer la possibilité à ce qu'il fasse barrage à l'extrême droite. On rappelle qu'Hollande a dit ça. Hollande a dit entre Mélenchon et Le Pen, j'appellerai à voter Mélenchon. Il l'a annoncé, Hollande. Donc les gens qui voteront Hollande, ils voteront pour quelqu'un qui se placera clairement à gauche et contre Le Pen. Exactement. Et c'est, tu vois, le fond du fond, on va le redire après, mais ils sont en train de passer à côté de ce que je disais en intro de plus intéressant de notre analyse sur comment Mélenchon va gagner, c'est-à-dire, il y a une bataille décisive dans cette guerre, c'est la bataille des deux gauches, parce que cette bataille des deux gauches va permettre, de regauchiser, même si c'est exactement la même politique que Macron 2017, mais dans les structures mentales des électeurs, de les faire réapparaître comme de gauche, ou comme progressistes, c'est peut-être mieux d'ailleurs progressiste que de gauche, et dans le progressisme, il y a l'idée du barrage à Le Pen, à l'extrême droite, et cette bataille est indispensable pour que Mélenchon
gagne au premier tour, c'est-à-dire que la radicalité l'emporte, comme tu l'as dit précédemment, et que l'électorat macroniste ait l'impression d'être encore dans un bloc progressiste et ne fasse pas le choix de l'extrême droite ou de la droite extrême, Retailleau, etc., dès le premier tour. C'est fondamental. Et surtout que comment tu veux qu'aux législatives, ils négocient quoi que ce soit si les mecs se placent à gauche au premier tour et appellent à voter Le Pen au deuxième tour? Exactement. Ils seront complètement finito, alors qu'ils peuvent espérer appeler à voter Mélenchon, que Mélenchon perde, ce qui est peut-être le mieux pour eux, tu vois, et qu'ils reprennent la main aux législatives, ça c'est possible, ou alors même que Mélenchon gagne, et qu'ils négocient et qu'aux législatives, ils fassent Ils un seront bon obligés. score, et qu'ils négocient des ministres et tout ça, tu vois. Parce que de toute façon, ce sera compliqué d'avoir 280 députés pour la France Insoumise aux législatives, donc ils seront obligés d'être dans des alliances. La droitisation de ces électeurs qui sont plus du tout progressistes pour une large partie d'entre eux. Et donc, je ne vois pas comment ces électeurs macronistes et qui aujourd'hui soutiennent, qui très Et tu vois, c'est ça qui est faux, parce que nous, on l'a montré aussi avec Zoé quand on a fait un debug de sondage aussi, c'était de montrer, mais en fait, beaucoup des électeurs, et c'est d'ailleurs Macron l'a bien compris, toi, t'es devenu fan et de Hollande et de Macron ces derniers temps dans les capsules. Mais t'as raison, Macron est un gars intelligent, tu l'as parfaitement démontré, c'est que il avait compris en 2024 aux législatives que pour pouvoir sauver ses députés et son électorat, il fallait encore qu'il apparaisse comme le barrage à l'extrême droite, et il a fait des désistements, non pas pour l'extrême droite, mais pour le NFP. Donc il y a énormément de gens qui sont prêts à voter dans un bloc de gauche face à l'extrême droite. Et ça, c'est extrêmement important dans le dispositif. clairement ont beaucoup plus peur de Mélenchon que de Bardella, parce que en fait il y a aussi finalement tu vois, ils comprennent pas la mobilisation. Mais en fait, c'est un problème aussi d'interpréter les votes par rapport à des électeurs de machin, plutôt que nous, on les interprète par rapport à quelle classe ils appartiennent, s'ils sont racisés ou non. Enfin, voilà, des trucs très matériels qui structurent leur vision du monde, tu vois. Et lui, il est là, c'était un électeur de Macron. Ouais, mais attends, il y avait un moment où les électeurs de Macron, tu vois, en 2016, les électeurs de Macron, ils n'existaient pas. Et d'un coup, ils ont existé, tu vois. Et nous, on aurait pu prédire à peu près quel potentiel électoral il pouvait avoir, Macron, parce qu'on savait que la classe sociale était orientée vers une vision du monde un peu au-dessus des clivages, un peu voilà, de centriste néolibéral, quoi. Ça, c'était possible à analyser à partir des classes et pas à partir de l'électorat, parce que l'électorat, c'était l'électorat Hollande, c'était l'électorat Bayrou et un peu Sarkozy. Ouais, clairement. Des éléments économiques. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on l'a vu dans le débat parlementaire, les macronistes et les électeurs suivent sont en fait très très hostiles sont très attachés à la politique de l'offre, que Bardella ne remettra pas en cause, et ils pensent globalement qu'avec Bardella, on pourra s'en sortir, alors que Mélenchon, c'est la révolution. Et ils ont tous voté contre la taxation des riches, par exemple. Et donc des macronistes. Voilà. Tu vois la confusion entre les macronistes, les députés attachés à la politique de l'offre et l'électorat. C'est vrai. L'électorat est attaché à la politique de l'offre. N'importe quoi. Hein. Tu vois, n'importe quoi de A à Z. Quoi, hein. Mais tu vois, là, c'est le fond du fond. Ils n'ont pas compris que dans les prophéties de Mélenchon, le fond du fond, c'est aussi la moïsation. Et ils ne comprennent pas cette moïsation. Ils ont l'impression que Macron va partir à droite. Et en fait, ce que ne comprend pas le fond du macronisme, c'est ça, c'est de pouvoir appliquer toutes les politiques de droite et d'extrême droite possibles, tout en étant le rempart à l'extrême droite. Et quand Macron va disparaître, etc., ben en fait, vous ne pourrez pas choisir entre être de droite et en même temps le rempart à l'extrême droite. Soit vous devrez être le rempart à l'extrême droite et il faudra voter Mélenchon, soit vous serez d'extrême droite, mais vous serez plus le rempart, tu vois. Et Macron, tout son bloc tenait à ça, c'est-à-dire de pouvoir faire cette alliance entre des gens qui font des politiques de droite, d'extrême droite, de droite extrême, etc., mais en se disant, quand même pas dû. Hein. On empêche quand même l'extrême droite d'arriver au pouvoir en faisant toute la politique à sa place, tu vois. Enfin là, et tout ça, ils ne le voient pas. Et tu vas voir toute la vidéo, ils vont passer à côté, quoi. Et puis en plus de ça, tu vois, il ne comprend pas que si les gens s'opposent à Mélenchon à gauche, tu vois, c'est justement parce qu'il y a un clivage entre eux et parce qu'ils se partagent la même étiquette, tu vois. C'est comme nous, tu sais, quand on débat avec, je sais pas, avec des trottes, par exemple, c'est parce qu'on partage l'étiquette du marxisme que c'est intéressant de montrer nos différences, machin. Ça veut pas dire qu'entre des trottes et Macron, on irait choisir Macron, tu vois. Et lui, il croit que parce que Glucksmann se bat contre Mélenchon et que les électeurs de Glucksmann, principalement, ils vont tacler Mélenchon dans leur discours militant, ça voudrait dire que Glucksmann, il va appeler à voter Le Pen, tu vois. Ça n'a aucun sens, tu vois. Enfin, le fait de partager
une même étiquette, un même champ, une opposition pour qui va dominer dans ce champ, tu vois, Exactement. qui va imposer sa ligne dans ce champ. C'est ultra classique en fait, mais ce mec ne voit pas ça. C'est ça, c'est pour ça que nous, par exemple, on va dire, mais c'est quoi ces idées d'aller chercher les petits patrons ou d'aller chercher les agriculteurs, tu vois, parce que c'est un champ, aller chercher les agriculteurs dans un champ, pardon pour ça, mais c'est un champ, en fait, dont on dit, mais ça sert à rien, non seulement ils représentent peu, et en plus, c'est des gens qui sont tellement éloignés des structures mentales du marxisme que ça n'a aucun sens, quoi, tu vois, donc il n'y a pas de débat à faire avec, je sais pas, avec le MEDEF. Tu te dis pas, tiens, on va prendre une hégémonie dans le MEDEF. D'ailleurs, on a fait une... Ouais, je vais faire un trade pour debunk le MEDEF. c'est ça, tu vois. Mais d'ailleurs, on a fait une super capsule avec Zoé là-dessus sur Tondelier qui va chez des catholiques, influenceurs de droite, start-upers. Tu te dis, mais en fait, quand t'es de gauche et que tu te dis, je vais aller convaincre ces gens-là, t'as un problème, tu vois, de stratégie ou d'idéologie, parce que tu te dis, normalement, tu devrais rien avoir à faire avec ces gens-là, tu vois. Mais c'est un peu un truc d'ailleurs qu'on va reprocher à quelqu'un comme Burgalassi, tu vois, par exemple. Tu sais, qui va faire des debunks de trucs où il a pas forcément tort, tu vois, mais tu sais pas trop vers qui ça s'oriente parce qu'il va debunk des trucs d'extrême droite, genre je sais pas, il va debunk Forisson. T'es là, mais qui regarde sur Blast quelque chose et Oui. adhère aux théories de Forisson? Personne en C'est ça. fait, tu vois. Enfin, déjà, même à l'extrême droite, il y a quand même peu de mecs qui adhèrent aux théories de Forisson, tu vois. Mais en plus de ça à gauche, et donc tu te dis, c'est des luttes un peu bizarres, et à part pour montrer patte blanche et un peu passer pour un gars qui vraiment est moralement très bien, tu vois pas trop à quoi ça sert, l'utilité pratique et militante de tout ça, quoi. En fait, c'est des non-luttes. C'est vraiment typiquement des trucs pour se rassurer soi-même, pour se faire plaisir, pour apparaître dans le camp du bien. Mais en fait, ça ne lutte pas parce que ça ne rend pas plus fort ton camp et ça ne lui permet pas de conquérir d'autres espaces. Donc vraiment, c'est inutile et catastrophique sur le plan intellectuel, parce que déjà ça dit souvent très peu de choses, et en plus sur le plan politique ça ne permet aucune conquête, quoi, donc ça n'a aucun intérêt. Alors ensuite, tu vas voir que on va critiquer les logiques de Mélenchon comme Raquel Garrido. Alors la question c'est avec quelle alliance électorale Jean-Luc Mélenchon veut aller à la présidentielle. Des gens qui l'ont quitté, qui ont été proches de lui à un moment, Alexis Corbière, François Ruffin, plus exactement, qui ont été sortis de la France insoumise, disent, en fait, c'est opposé. Pas François Ruffin, hein. François Ruffin, il s'est sorti de lui-même de la France insoumise, mais il avait été Investi. il avait eu son investiture. Bon, il a choisi de faire une campagne avec des photos de Bayrou, ça c'est son choix, tu vois. Mais il n'a pas été sorti de la France insoumise. C'est clair, comme tu dis, il y a eu les gens qu'on appelle l'après aujourd'hui qui avaient monté une petite association alors qu'ils étaient encore à la FI, donc ils savaient très bien ce qui se tramait. Et Ruffin, lui, c'est mieux, hein, comme tu dis, il était pro-Mélenchon au premier tour et anti-Mélenchon au deuxième pour gagner. Ruffin, lui, sa technique, il a bien compris qu'il fallait aller draguer les macronistes de droite en étant de droite. Donc oui, c'est un peu un problème. Une France à l'autre, c'est-à-dire la France désindustrialisée des zones rurales sans immigration peut se sentir visée, dit Alexis Corbière. François Ruffin dit dans son livre, oui, c'est un peu comme ce que faisait Terra Nova à l'époque, c'est-à-dire... La boucle. Oh, il me casse les couilles avec Terra Nova, putain. Ouais, Chaque fois c'est pareil, on croit une vidéo de droitard un peu. Hein. Mais je te dis, le dispositif, il est incroyable. Ils vont faire pendant 1 heure, Mélenchon va gagner en balançant tous les trucs, soi-disant en apparaissant sympa, et en balançant tous les trucs anti-Mélenchon. Tu vois, genre, mais comment ça se fait que vous dites qu'il va gagner? Et en fait, l'autre en face, Cervera Marsal, pour moi, est catastrophique, parce qu'il ne donne que des platitudes sur Mélenchon, ce que j'ai dit tout à l'heure, le score, et il oublie de montrer que y a une vraie bataille, d'abord à gauche à gagner, et donc une forme de radicalité à gagner face à la gauche, et pas d'abord face à l'extrême droite. Et donc pour ça, c'est vraiment le meilleur moyen de rendre Mélenchon, tu vois, incapable de gagner, et surtout de dire, en fait, ouais, il y a plein de problèmes, et en fait, une primaire, ce serait vachement mieux, et un autre candidat de gauche qui porterait son programme, ce serait vachement mieux que ça, tu vois. C'est vraiment un dispositif, pour le coup, même pas anti-FI, mais vraiment anti-Mélenchon, quoi. Le think tank proche du PS, c'est-à-dire on choisit un électorat. À l'époque, c'était le PS qui disait il faut choisir les diplômés des centres-villes. Et là, ils disent c'est un peu la même chose. Alors, est-ce que là, c'est pour les critiques qui sont faites. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept de Nouvelle-France? Je pense que c'est habile parce que c'est ce qu'il essaye de montrer en théorisant cette Nouvelle-France. Avant, il théorisait autour du peuple urbain. Avant, il théorisait autour de la créolisation. En tout cas, il cherche toujours à apporter un supplément d'âme théorique avec un
un travail. Alors là, je trouve que pour le coup, tu vois, c'est pas très sérieux parce qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. La Nouvelle-France, le peuple, etc. Il a pas changé. La créolisation, la Nouvelle-France et le peuple ne sont pas des changements de vision de Mélenchon, c'est plutôt des choses complémentaires. La Nouvelle-France, c'est un constat de la transformation et de la créolisation. Enfin, la créolisation plutôt sur le plan culturel, la Nouvelle-France, c'est plutôt sur le plan des sujets sociologiques qui composent la France, que nous, on appelle, tu sais, sujets révolutionnaires, féminisés, racisés, plus jeunes, plus diplômés et tout. Et le peuple, c'est plutôt, lui, son acteur de l'histoire. Et ce peuple est créolisé sur le plan culturel et fait Nouvelle-France sur le plan historique. Donc là, je trouve que c'est pour un spécialiste de Mélenchon, je trouve qu'il est très nul en fait pour comprendre ce que fait Mélenchon et l'intelligence de Mélenchon et son développement théorique. Je suis obligé de défendre un truc auquel je ne crois pas, mais je sais pas ce que tu en penses. Je trouve que c'est assez catastrophique, quoi. Oui, bah il fait comme si en plus Mélenchon, il prenait des concepts par-ci par-là pour un peu faire genre, tu vois. Je pense que Mélenchon, il y croit vraiment, tu vois, à sa théorie. Il essaie de théoriser ces trucs de réseau de consommation, de peuple et tout. Moi, je trouve que ça vaut pas grand-chose en réalité, mais voilà, faire comme s'il avait des petites marottes comme ça. Et en fait, on a l'impression presque qu'il essaie de se faire passer pour un philosophe sans en être un, je sais pas. Ouais. Mais non, et puis surtout, je te dis, comme s'il sautait de concept en concept, qu'il n'y avait pas de cohérence entre les deux. Tu vois, une forme de plus, c'est que le gars qui devrait défendre Mélenchon le décrédibilise encore un peu, quoi. De fond sur sa stratégie électorale. Et répondre à la question de l'identité aussi, enfin prendre ça en charge, répondre à l'extrême droite. En fait. Voir la France au fond comme elle est, pas une France fantasmée, une France du passé, homogène, soi-disant homogène, mais non, une France dans sa diversité, dans sa pluralité. C'est assez habile, je trouve, de théoriser comme ça cette nouvelle France dans sa diversité, parce que, en fait, on dit l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, mais on devrait jamais dire l'électorat au singulier, ni de Mélenchon. Ouais, c'est un peu n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, mais c'est des platitudes. Ouais, c'est des platitudes de sociologues, ouais, je suis d'accord. Et là, tu vas voir, l'autre en face est vraiment le discours de Noisette. Et je pense que j'ai l'impression, dans la façon dont Jean-Luc Mélenchon développe son idée de Nouvelle-France, qu'il est au-delà précisément de cette opposition, à mon avis, qui est une contrefaçon. Ouais, là, il parlait du social et du sociétal, tu vois, en disant que c'est catastrophique. Donc, il répète Mais il fait des analyses marxistes, le gars, ou parce que enfin, non, mais il vient du NPR et tout. Il y a une analyse un peu marxiste. Non, il n'y a aucune analyse de classe. C'est vraiment des analyses sociologiques, vraiment de la sociologie universitaire, avec des couches de la société. Il n'y a vraiment pas vision du monde, rapport de production et tout. Hein, non. Je t'ai pas mis cette vidéo pour ça. Hein. Bah, alors, moi je pense que c'est effectivement très intéressant la nouvelle France de Mélenchon. C'est-à-dire en gros l'idée de faire des alliances de classe, et la gauche a toujours fait ça au PS des années 70, c'était la classe ouvrière et les classes moyennes, et c'est donc à la fois de l'électoralisme, mais aussi de la bataille idéologique. Alors moi le problème que ça me pose, il est double. C'est que d'abord, rien à ce qu'il raconte. Regarde, écoute bien. La nouvelle France quand même exclut objectivement une partie des classes populaires. Et ça, il l'a quand même dit Mélenchon à plusieurs reprises. Il a dit. Donc la Nouvelle-France, c'est pas... Il est en train de dire c'est raciste anti-blanc, là, c'est un peu ça la C'est ça. Non, c'est les bourgs et les tours, c'est... Oh là là c'est du Ruffin, tu vois, c'est genre... Bah non, mais c'est la France des tours, c'est exclu les bourgs, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. Il en est là. Et comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas d'analyse marxiste. C'est des gens qui ne font pas d'analyse de classe et pour qui ils passent de blocs de classe à Nouvelle-France, comme si en fait, je te dis, racisé c'était une classe, femme c'était une classe, tu vois, ils passent de trucs de classe à des trucs sur le plan de la race ou des choses sur le plan du genre, c'est vraiment catastrophique, quoi. Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires. N'allez pas dans les territoires, on s'en fout, on n'a pas de... Donc en fait, c'est objectivement, et donc c'est là où on retrouve Terra Nova quand même, dans le côté un peu marketing, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on décide de faire l'impasse sur une partie en gros, tu avais fait un papier là-dessus, Manuel, sur en gros les fâchés, pas fachos, c'est fini, ils sont tous fachos, ils sont tous identitarisés, donc il faut faire... Bon, c'est un principe réaliste, mais c'est un énorme problème parce que les milieux populaires, ils existent encore. Et puis... Non mais là c'est archi faux parce que quand Mélenchon a dit ce truc là de aller pas dans les campagnes et tout, privilégier les quartiers populaires, c'était dans une campagne, à la fin de la campagne, parce que c'était là où il y avait le plus de voix à aller chercher, parce que c'est là où il y a le plus d'abstention et d'électeurs de Mélenchon. Mais il dit pas faut abandonner de base blanc et les campagnes, c'est pas du tout ça le discours. Bah oui, mais ce qui est trop bien en plus, c'est qu'on le sait que l'électorat de Mélenchon, il est populaire et ouvrier, on l'a vu, nous on l'a montré dans le graphique, en plus c'est pas des trucs qu'on a inventés, c'est des choses qu'on voit dans les votes. Sur les 8 millions de votes à peu près qu'il est capable de capter, il est le deuxième dans les ouvriers, etc. Bon, à faire croire que oui, ce serait que des ouvriers musulmans ou arabo-musulmans, etc. Enfin, faut vraiment raconter n'importe quoi. Mélenchon est très important dans les bases, comment dire, rurales,
Il suffit de le voir, il suffit de voir quelles conférences on nous demande de faire, les dernières conférences d'Insoumis que Zoé a fait. Il y en a beaucoup, ils sont pas massifs, ils ne reculent pas là-dedans. Des gens ont montré que Mélenchon en 2022 avait progressé dans les quartiers populaires, dans les villes, mais pas dans les territoires ruraux. Oui, parce qu'en fait, les gens oublient de dire que le capital qu'avait la France Insoumise n'a pas progressé parce qu'il s'est dédoublé. Il est allé vers le PCF de Roussel. Et effectivement, c'est des territoires qui ont voté pas mal Roussel dans les quartiers, qui sont historiquement les bastions ruraux, communistes, etc., de gauche, voilà. Mais vraiment, de faire croire qu'il recule et qu'il a abandonné ces territoires-là, c'est vraiment faux. C'est le discours de droite en plus. Hein. C'est vraiment le discours d'extrême droite de dire les gens avant ils votaient communiste, maintenant ils votent l'extrême droite. Non. C'est ça. Les gens qui votaient communiste, bon déjà il y en a plein, ils sont partis à la retraite, ils sont décédés, ils ont changé de classe socio-professionnelle parce qu'il y a eu la désindustrialisation et tout ça. Mais il y en a plein qui votaient PCF et qui maintenant votent Mélenchon, tu vois. Et au contraire, les ouvriers qui votent RN, c'est des gens qui votaient plutôt à droite à l'époque. Enfin, ça a été 30 000 fois débunké sur cette chaise. Mais c'est catastrophique d'inviter un type qui puisse dire ça sans être contredit, à faire croire que Mélenchon, c'est une sorte de raciste anti-blanc. Enfin... C'est ça. Et Nouvelle-France, c'est vraiment une catégorie qui est justement beaucoup plus hétérogène, mais qui n'est pas sans blanc, quoi. Tu vois, là, le fond du truc, c'est comme tu dis, on dirait qu'il n'y a pas de blanc dans la Nouvelle-France. C'est une panique morale, hein. C'est une pure panique morale. Hein. Et c'est pour ça que je reviens à ce que tu disais, tu sais, les gens qui font du debunk se soumettent à cette panique morale en disant le grand remplacement n'existe pas, il n'y a pas trop d'immigrés. Non, en fait, ce que dit Mélenchon, et c'est ça qui est fort, c'est de dire ouais, la France est en train de changer, comme elle a changé plein de fois au cours de son histoire, et c'est pas un problème, c'est une solution, tu vois. C'est ça qu'il faut arriver. C'est de dire l'égalité, la diversité nouvelle de la France n'est pas le problème, c'est la solution. Et c'est comme ça que Mélenchon va gagner. Et là, t'es pas prêt, reste bien assis, parce que là, il était en préliminaire, le gars, il va balancer sa tête. Deuxièmement, moi je pense qu'il y a un problème, et là on va peut-être pas être d'accord, je suis d'accord de pas distinguer social et sociétal, mais il prend le risque d'identitariser encore un peu plus le débat, c'est-à-dire que par exemple, quand on parle énormément de la question palestinienne, et c'est tout à fait légitime, je trouve la position sur le fond de la France Insoumise assez... moi je la trouve légitime, mais il en parle beaucoup. Il en parle trop. C'est pas lui qui en parlait particulièrement, c'est que c'était un sujet principal dans tous les médias occidentaux, enfin même dans tous les médias du monde, je pense, mais en Occident, c'était un sujet vraiment très important, et tout le monde essayait de le tacler là-dessus, donc il revenait dessus, mais c'est pas lui qui a tokenisé la lutte, tu vois. Enfin... Il y a un génocide en cours, qui est toujours actif. Il y avait soi-disant un cessez-le-feu qui est rompu toutes les heures depuis le début avec des bombardements à Gaza, voilà, mais plus personne ne dit rien. Mais en fait, non, le problème, tu vas voir, c'est vraiment du Ruffin. Il en parle trop, et ça peut perdre des gens de trop parler d'un génocide. Alors, quel blanc, ça fait à part si t'es un racelard, quel blanc ça te fait perdre si tu parles d'un génocide, tu vois. C'est ça. Je pense que un homme d'État, quelqu'un qui se projette comme homme d'État, dénoncer un génocide, dénoncer la violence israélienne, je pense que la majorité, que 80% des gens voient, et pour qui ils ont de la compassion pour Gaza, je pense que faire croire que les Français sont derrière Israël, vu comment ils se comportent, alors qu'ils sont vraiment dans une fascisation, une extrême droitisation, et ils sont en train de commettre un génocide, je pense vraiment que c'est faux. Mais tu vas voir, il va aller plus loin. Il parle beaucoup, il exclut d'autres questions, parce que très clairement, et on le voit bien au municipal, il y a une stratégie électoraliste d'aller chercher une partie d'un électorat racisé qu'il ne faut évidemment pas du tout abandonner. Et là, je suis plutôt pas d'accord avec Ruffin. Mais en fait, finalement, il identitarise beaucoup le débat. C'est ça, exactement. Ruffin n'a jamais dit qu'il faut abandonner l'électorat racisé. Ruffin a exactement la même position que ce mec. Exactement. Tu vois, et il dit ça en parle trop, exactement comme Ruffin disait, on parle trop des questions trans, ça peut être chiant, ça peut cliver, tu vois. Et puis ça empêcherait de parler d'autres questions, et lesquelles en fait. C'est toujours pareil, cite-nous, et moi je suis d'accord qu'il y a des sujets où la France Insoumise, pas par exemple sur les petits patrons et tout, je pense qu'ils se perdent un peu dans ce truc-là, mais voilà, mais est-ce que ça les empêche de parler d'autres questions? Je suis pas persuadé. Hein. C'est clair. Donc voilà, donc on parle trop de la Palestine quand on est à l'AFI, c'est problématique. Alors là, on va faire un peu d'analyse soi-disant, j'allais dire matérialiste. Pour eux, c'est un bien grand mot, mais on va reparler justement du réservoir de vote. On va pas refaire ce débat ici. Attends, pour revenir à cette histoire de matérialisme, un discours matérialiste comme nous, on le propose, ce serait un discours qui partirait de l'émergence de ce vote Mélenchon qui répond en fait à la vision du monde de certains groupes sociaux, et d'essayer d'expliquer pourquoi.
quels sont ces groupes sociaux, à quel point ils peuvent devenir majoritaires ou non, ce qui peut poser la question de l'électoralisme, hein, parce que si le groupe social maximum, même avec des alliances, il frappe à plus de 30%, c'est compliqué par exemple. C'est ça, faire une analyse matérialiste. Là, c'est vraiment du blabla, d'universitaires ou de journalistes qui ne s'appuient sur rien à part leurs convictions personnelles. Il y en a un qui est plus rufiniste, l'autre qui est plus mélangeniste, mais voilà, c'est faible. Hein. Oui, clairement. Donc là, ils vont essayer de partir un petit peu plus justement sur quel électorat. Non, mais voilà, Mélenchon aujourd'hui, il est plutôt allé sur la position. Le quatrième bloc, c'est ce que Manuel Bompard, qui remplit beaucoup de fonctions. Les abstentionnistes des quartiers populaires et la jeunesse. Voilà, c'est de ce T'as vu le côté-là. petit sous-entendu T'as vu le petit sous-entendu Manuel Bompard qui remplit beaucoup de fonctions. C'est ça. Ils sont à deux doigts de dire, ouais, ils sont un peu autoritaires quand même. Hein. Ah ouais, tu vas voir. Ouais. C'est un peu le culte de la personnalité, Manuel Bompard. Hein. Garde ça dans un coin de ta tête parce qu'ils ont commencé sur l'antisémitisme à l'AFI et tu vas voir sur quoi ils vont finir. Mais là-dessus, je pense que c'est un fantasme de croire qu'il y a une réserve d'abstentionnistes de gauche. Hein. Concrètement, regardez ce qui s'est passé aux dernières élections de 2024. La participation a augmenté considérablement. Le nombre de voix du RN a augmenté. Non, donc ça, c'est une... Alors là, déjà, c'est hallucinant de conneries de dire un truc pareil, comme si c'était Mélenchon qui s'était présenté en 2024. C'est justement ce que nous on dit, le problème de l'UNFP qui n'aurait jamais dû être constitué, c'est que les abstentionnistes qui sont détachés de la politique ou qui essayent d'avoir un vote cohérent ne peuvent pas se prononcer dans le NFP parce que c'est l'alliance de la carpe et du lapin. Donc tu ne peux pas mobiliser un vrai électorat. Donc faire croire que quand tu additionnes, mais ça on le dit plein de fois, quand tu additionnes le PS de Hollande, parce que c'était ça le NFP, et des candidats France Insoumise, tu vas prendre tout le bloc du PS possible et tout le bloc de l'AFI possible, bah c'est vraiment pour le coup n'importe quoi de A à Z. Tu en perds des deux côtés et donc t'as un électorat gloubi-boulga, c'est-à-dire gauche centrale, voilà, très gauche, très union de la gauche, etc. Et donc quand il dit bah oui mais regardez, il y a eu beaucoup de surmobilisation, beaucoup pour le RN et un peu pour le NFP, oui parce que le problème c'est le NFP, c'est l'union de la gauche que toi tu souhaites quoi. Espèce d'Eldorado là. Les abstentionnistes de gauche. Et tu vas voir, une fois de plus, l'éléphant est au milieu de la pièce et le soi-disant défenseur de Mélenchon ne va pas le voir. Il y a les études, par exemple, il y a des études électorales, Tristan Haute qui est plutôt sur cette thèse-là, mais qui est contestée par d'autres. Pensez qu'en fait, il y a une réserve de voix abstentionnistes dans les quartiers. On va voir ce que ça donne au municipal, mais c'est très contestable. L'enjeu pour les insoumis ou la gauche. Au municipal, les gens se mobilisent pas beaucoup, donc je vois pas trop le rapport. Les abstentionnistes, ils peuvent voter à droite ou à gauche. J'ai l'impression que lui, il pense que nous, on dirait que les abstentionnistes ne votent qu'à gauche. Il y a des abstentionnistes de droite comme de gauche. Je comprends même pas son point, en fait. Par contre, nous, ce qu'on essaie, c'est de surmobiliser les abstentionnistes de gauche. C'est ça. Et voire même de se dire, bah, quand on fait une vraie politique de rupture, c'est ce que nous on propose, radicale, ça va aussi surmobiliser des gens qui étaient détachés de la politique. Et le fait de détacher des gens de la politique crée une dynamique et une force qui peut même conquérir des gens qui étaient résignés à voter utile ou même vraiment à l'extrême droite. Parce que justement, quand tu es capable de conquérir un espace, eh ben, tu peux commencer aussi à empiéter sur les autres, quoi. En général, c'est pas de faire remonter la participation, c'est de mettre fin à un phénomène qu'on appelle l'abstention différenciée. J'explique en une phrase parce que c'est important, c'est que aujourd'hui, le cœur électoral et sociologique de la gauche, des gauches, il est dans des catégories de la population, plutôt les jeunes femmes, plutôt les classes populaires et les ouvriers, les salariés, qui sont aussi sociologiques. Ce qui est bien, c'est qu'il dit les ouvriers, les salariés, les jeunes. Bon, une fois que tu as dit ça, tu es sociologue, mais tu viens de dire que en fait, c'est 99% de la population, en fait, du coup, le bloc électoral de gauche. Donc, ça veut vraiment rien dire du tout, quoi. Alors, ensuite, ils vont parler un truc très important que nous, on a parlé, pareil, hein, parce qu'ils ont repris beaucoup de trucs de la PADU Team. Hein, voté pour le RN. Et le reste, c'est abstenu. Donc la majorité d'entre eux, quand même, ces électeurs centristes, je suis d'accord, il y a une droitisation du centre, enfin, il suffit d'ouvrir les yeux tous les jours, mais attention, c'est surtout une droitisation des élites centristes, en fait. C'est une droitisation de la classe politique centriste, c'est une droitisation des éditorialistes centristes. Je pense que les électeurs ne suivent pas forcément mécaniquement cette droitisation. Alors, et voilà, je pense que là, il y a cette idée du nouveau barrage républicain qui inclurait maintenant le RN dans l'arc républicain et aurait placé LFI en dehors de l'arc républicain. C'est discuté. C'est quand même quelque chose qui est de plus en plus
Tu vois, cette question du barrage républicain, et que là, pour le coup, est complètement, à mon avis, nous, on l'a montré, complètement dissymétrique par rapport à la réalité. C'est vraiment un truc de médias, ce barrage républicain. Nous, on avait fait justement le premier article sur cette inversion du barrage avec Position Revue avec Stefano Palombarini en 2021, avant 2022. Et là, en fait, on le voit, mais c'est vraiment un truc qui est non seulement profondément pour les médias dominants, les élites, le bloc bourgeois, mais qui, dans le monde de l'électorat, n'a aucun sens. Et d'ailleurs, les barrages, nous on l'a montré, a plutôt profité à Jean-Marie Le Pen. Tu sais, c'est pour ça qu'on parle de justement Le Pen inversé en 2002. Au contraire, dans une profonde crise, si Mélenchon est capable d'incarner une vraie grosse rupture en disant « ce qu'on n'a jamais essayé, c'est ça », eh ben, il va être capable justement de casser le barrage, en fait. C'est ça qui est fondamental. Le problème de Le Pen 2002 pour Le Pen, c'est qu'il est contre Chirac, il est contre un gars de droite. Si Le Pen 2002 avait été contre Jospin, il n'aurait pas fait 18%. Je ne suis pas sûr qu'il aurait fait plus de 35%, tu vois, mais il aurait vraiment conquis des votes qui étaient de droite en réalité, quoi, qui étaient des votes qui votaient Chirac, quoi. La question du barrage, en plus, là, elle est encore plus fausse parce que tu vas avoir des gens à gauche qui vont faire barrage à Le Pen, des gens à droite qui vont faire barrage à Mélenchon. Donc en fait, la question, c'est pas la question du barrage, c'est la question de nous, ce qu'on appelle la moïsation, c'est-à-dire la bipartition de la politique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vraiment de droite, qui ne voteront jamais Mélenchon et qui voteront toujours contre quelqu'un qui représente Mélenchon et pour quelqu'un, même si c'était quelqu'un de centre-gauche, contre Mélenchon. Et au contraire, il y a des gens qui sont de gauche radicale, qui voteront toujours contre Le Pen, même s'il faut voter, je sais pas, Macron, tu vois. Et en fait, c'est ça la question, mais c'est même pas une question de barrage, c'est une question en fait de bipartition de la vie politique. Exactement. Et ça, c'est un truc je te dis, deux choses qui s'oublient complètement. La moïsation et la bataille à gauche, qui sont les deux conditions de la victoire de Mélenchon. Ensuite, eh bien, dans la même lignée, on arrive presque au bout, hein, donc on n'a pas dit grand-chose, hein, mais les vidéos ne disent pas grand-chose, et ça parle de diabolisation, et tu vas voir encore des platitudes, voilà. Continuer à avoir le leadership à gauche, je ne pense... Cette stratégie de la conflictualité tous azimuts, elle est suicidaire. Je ne vois pas la logique. La logique, c'est quoi? C'est de consolider sa base. Mais pourquoi avoir été aussi loin dans la brutalisation, dans la conflictualisation? C'est délirant parce que... J'ai l'impression que c'est le parti bolchevique des années 1910 qui font à moitié du trafic d'armes et tout. Et je veux dire, ils sont pas allés très très loin. C'est quoi? C'est Delougou qui fait un TikTok un petit peu sarcastique. C'est ça le fait d'aller loin, tu vois. Mais ce qui est trop marrant... Vraiment, ces mecs, c'est des fragiles. Hein. Mais c'est surtout que les mecs, ils sont nuls. Je veux dire, comment justement dans les périodes de crise, des gens s'imposent? Par la conflictualité. Le même gars va dire « Non mais attendez, vous vous rendez compte de ce que fait Trump? Il agresse les médias, il fait n'importe quoi, etc. C'est trop conflictuel, il pourra pas gagner. » Mais mec, c'est littéralement ce qui se passe dans tous les pays qui sont en crise. Justement, des gens ultra conflictuels arrivent au pouvoir. Ça a été le cas en Italie avec Beppe Grillo, ensuite Meloni. Il y a des gens qui montent de partout. Il a eu le pouvoir, Beppe Grillo? Non, mais il est monté très fort là-dessus, tu vois. Ouais, et il était dans l'alliance avec Salvini. Vraiment, mais des gens montent partout parce qu'ils sont conflictuels. Pareil pour le Rassemblement national. Et là, t'as des gens de gauche qui disent « Ouais, mais nous, la gauche, il faudrait qu'on soit propre, policé, etc. » Mais en fait, ce qu'ils aiment, c'est le centrisme et le macronisme. Mais c'est ça qui échoue partout parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de l'intensité conflictuelle que la crise impose. Et là, la conflictualité de Mélenchon est fondamentale pour gagner. Et vraiment, nous, ce qu'on peut craindre, c'est justement qu'il essaye d'arrondir les angles dans les derniers mois de la campagne, hein, ou dans les prochains mois. Mais le truc aussi, c'est qu'ils ont tendance, je trouve, à ne pas tenir compte de données qui sont relativement objectives, parce que eux, ça leur fait peur, ou je sais pas quoi, c'est dans leur entourage d'universitaires noisettes, ça leur fait peur, blabla. Si tu regardes objectivement, tu vois bien quand même que la stratégie de Mélenchon, elle fonctionne. Tu vois, qu'il a fait une percée, qu'il a fait 22%, qu'ils ont plus de 70 députés. Enfin, nier ça, c'est quand même bizarre, tu vois. Je trouve qu'il faut vraiment avoir un gros ego pour se dire, ouais, moi, je suis beaucoup plus intelligent que le leader de la gauche du 21e siècle en France, hein, parce que c'est peut-être le personnage le plus important, même c'est le personnage le plus important à gauche au 21e siècle en France, Jean-Luc Mélenchon, et de dire, ouais, je suis beaucoup plus intelligent, pourquoi il ne suit pas ma stratégie qui a toujours donné des défaites ou alors des victoires qui vont trahir, parce que, quand t'es pas radical et que t'as un électorat et des soutiens qui sont pas radicaux, t'es obligé de trahir, tu vois. C'est ça aussi la question de la radicalité. Donc vraiment, je trouve que c'est presque un narcissisme, tu vois, de ne jamais se remettre en question, de ne jamais se poser la question sur pourquoi est-ce que Mélenchon fait ça. Peut-être pas parce qu'il est débile, grincheux, méchant, agressif, je sais pas quoi, mais peut-être parce qu'en fait, il y a une vraie réalité politique derrière cette radicalité. C'est surtout qu'en plus, c'est nous ce qu'on dit, c'est qu'en fait, là, il y a une vision de classe.
C'est-à-dire de classes qui n'aiment pas la conflictualité, de classes supérieures, qui ont l'habitude de discuter, qui ont l'habitude d'imposer des arguments, alors que les masses populaires veulent de la conflictualité. On l'a mis, tu te rappelles, avec Benoît Coquart qui explique justement que ce qui a plu à Mélenchon et ce qui lui a fait regagner un peu des points sur Marine Le Pen, c'est justement cette volonté conflictuelle, parce qu'en fait, ils ont besoin de cette conflictualité parce que le monde qui se prenne dans la gueule est violent et que pour y résister et pour s'y opposer, il faut de la conflictualité violente. Et l'évidence des médias, le côté policé des sociologues, leur côté péremptoire, comme tu dis, qui est fondé sur rien et qui en plus est vraiment à l'écart du monde. Je te dis, Trump est vraiment un exemple. Alors de l'autre côté, que la conflictualité n'est pas un problème mais est une solution. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait une conflictualité qui aille dans le sens du progrès humain et social. Mais vraiment, c'est vraiment une politique, une vision de classe, la vision de gens qui veulent tout le programme de la gauche, mais tranquille, etc. Mais ce qui n'a aucun sens, quoi. Franchement, on n'arrête pas de reprocher aux journalistes de le diaboliser, mais il les insulte en permanence. Il insulte les journalistes. Mais les gens détestent les journalistes. Enfin, moi, je déteste ça. Je veux dire, faites un sondage autour de vous dans les classes populaires, mais les journalistes, mais moi, je suis désolé, pour moi, c'est comme prof ou flic. C'est les pires métiers de tous les temps, tu vois. Non, vraiment, je suis pas sympa pour les profs. Mais voilà, c'est comme flic, quoi. Les gens ont vraiment l'impression que les journalistes sont au service du pouvoir, sont des flics. Je veux dire, être conflictuel avec les journalistes, c'est la base, normalement, du progressisme et d'une gauche de rupture, quoi. Bon, surtout qu'en plus, ils sont conflictuels avec lui aussi, tu vois. C'est pas comme si il ça. agressait des types qui ne sont pas agressifs avec lui. Non, mais... Il n'arrête pas de critiquer les journalistes. Quand on regarde avec ses réseaux sociaux, avec Léo Mans, il insulte les journalistes. Donc en fait, Tu vois, genre, vraiment, il dit des trucs. T'es là, t'as l'impression que Trump n'existe pas, en fait, quoi. C'est vraiment... On se croirait sur un plateau de France Info, on croirait Nathalie Saint-Cric, là, le gars. Enfin, insupportable. C'est Nathalie Saint-Cric. Moi, je pense que c'est ça la théorie. C'est Nathalie Saint-Cric avec une barre. il est dans une stratégie d'hyper-conflictualisation. On ne peut pas gagner l'élection présidentielle comme ça. Ça marche pas comme ça. La phrase de Nanty, quoi. Et tu vois, c'est ce côté dépolitisant de la 5ème République. Mais c'est pas la 5ème République seulement ses institutions qui est dépolitisante. C'est aussi la façon dont on le raconte. Oui, il faut être le candidat de tous les Français, rassembleur. Bah non, il y a des politiques de classe. Et quand on va élire quelqu'un de rupture, il sera élu contre une partie de la population, c'est-à-dire les plus nantis, les plus propriétaires, ceux qui s'enrichissent sur le dos des autres et qui doivent stopper et reculer, voilà. C'est l'élection présidentielle. Manuel et Sarah après. Ouais, ces campagnes de diabolisation, premier point, elles sont à double tranchant. Elles peuvent certes contribuer à le marginaliser, mais dans un contexte avec de fortes secousses comme on le connaît, elles peuvent aussi potentiellement lui donner du crédit en faisant de lui le porte-parole, le tribun des colères populaires. Premier point. Deuxième point. Bon, ça, c'est notre logique. Au contraire, conflictualisez-le, rendez-le impossible pour le vote. Ce sera le meilleur moyen d'en faire justement l'alternative, quoi, et non pas l'alternance. Très souvent, ceux qui participent Il est quand même moins pire que à l'autre ces gars, campagnes de Attends, lui, c'est le gars qui est là pour dire que Mélenchon va gagner. C'est pour te dire le dispositif de Mediapart, quoi. C'est-à-dire, il attaque jamais l'autre gauche, il attaque jamais le dispositif, il parle jamais de politique de classe, de politique de rupture, mais voilà. Et c'est le défenseur, quoi. diabolisation, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui vise. C'est l'idée d'une alternative de gauche sociale et écologique à l'ordre capitaliste, raciste, patriarcal dans lequel on vit. Ces campagnes, elles ont été à l'identique. C'est une nouvelle forme de l'anticommunisme. Elles ont été à l'identique, menées en Grèce contre Alexis Tsipras, en Espagne contre Pablo Iglesias, contre Zoran Mamdani. Ça me fait rire. Aux États-Unis, à New York. Qui célèbrent Zoran Mamdani. Alors certes, c'est pas exactement la même figure que Mélenchon, mais qui critiquent Mélenchon ici et qui célèbrent Mamdani là-bas. Leurs programmes, c'est les mêmes en fait. C'est trop drôle. Il regarde vraiment la patte du team, lui. Ouais, non, mais c'est pas mal ce qu'il dit, mais c'est trop drôle parce que le gars en face, il dit ouais, c'est vrai. Bon, tu vas voir, là, il est sympa, mais il regarde vraiment la patte du team, parce que c'est des choses qu'on a dit, effectivement, des gens qui critiquent le conflit à l'extérieur, voilà, veulent récupérer les trucs. Mais tu vas voir, on va finir, ça va être les 2 derniers extraits, et c'est vraiment la conclusion. Là, il va arrêter de défendre Mélenchon, quoi. Pouvoir. Il faudrait qu'on parle de démocratie, de rapport aux institutions et d'international. Alors rapidement, on va pas faire tout ça en 10 minutes, mais vous l'avez déjà un petit peu évoqué. Manuel Cervera-Mersal, vous l'avez souvent dit dans votre livre et dans des interviews, y compris sur Mediapart. Jean-Luc Mélenchon, c'est un leader charismatique à l'AFI, il n'est pas élu. La ligne, c'est celle de Mélenchon. Il n'y a pas de courant interne à LFI. Vous disiez même à Mediapart en 2022, la France insoumise, tu l'aimes ou tu la quittes, mais tu ne la changes pas. Ce qui est pour le coup vraiment catastrophique, parce que tu as des gens qui disent Mélenchon, il n'y a pas de démocratie interne,
mais du coup, il a changé sa position entre 2017 et 2022, tu vois. Donc en fait, la France Insoumise est justement cette force qui est capable de s'adapter, de changer, de récupérer des nouvelles conquêtes intellectuelles, des nouveaux électorats, des nouveaux combats. Donc soit elle change, mais elle change pas effectivement avec des courants internes et des votes. Et c'est ça qu'il lui reproche en fait, c'est justement qu'elle est capable de s'adapter sans être dans des modes bourgeois ou libéraux d'électorat, quoi. En fait, le truc, c'est que ça, c'est l'histoire de tous les courants révolutionnaires depuis 150 ans. Dans des contextes où tu vas avoir potentiellement des financements, des guerres médiatiques, des tentatives, même parfois d'espionnage, des tentatives de mise à mal en fait de courants révolutionnaires, tu ne peux pas te baser sur une démocratie libérale, parfaite, un peu idéale, parce que c'est pas possible que ça fonctionne comme ça, parce que tu finis toujours en fait par te faire baiser. L'idée là, c'est que l'aspect démocratique de la France insoumise se trouve dans la concordance entre ce qu'elle propose et le vote des masses, tu vois. Si Mélenchon gardait le pouvoir pour lui, pour faire n'importe quoi, contre l'intérêt des populations et des classes qu'il prétend représenter, il n'aurait juste pas de voix. Donc la question de la démocratie, c'est pas la question de savoir si à l'intérieur, il y a des votes tous les 4 matins, parce que s'il y avait des votes tous les 4 matins, je vous le dis, aujourd'hui, la France insoumise, ce serait l'après, quoi. Ce serait tous les personnes qui trouvent un intérêt, en fait, à mettre de l'eau dans leur vin pour faire un accord avec le PS, pour avoir la mairie de la ville, de chez eux, de je sais pas trop quoi, et en fait, ils feraient en sorte d'avoir une inertie comme ça, conservatrice, et la France insoumise deviendrait de la merde, quoi. Donc la question, c'est, pour ne pas faire ça, la France insoumise est ultra centralisée et essaie d'avoir une analyse des courants de militantisme. On voit très bien que la France insoumise, elle évolue par rapport à ce qu'on fait, nous les militants, dans des courants parfois radicaux. Elle essaie de s'adapter pour essayer de garder une concordance avec les éléments les plus radicaux des classes qu'elle souhaite représenter, quoi, en gros. Et tant que ça marche, ça veut dire que c'est démocratique pour moi. Parce que ça veut dire que concrètement, les gens se reconnaissent là-dedans, quoi. C'est pas la même chose qu'une démocratie libérale, je suis d'accord. Et tu vas voir, c'est intéressant parce qu'ils vont faire une opposition qui, à mon sens, n'en est pas une. Qui, à notre sens, je parle sous le contrôle de la chef Zoé qui n'est pas là, mais qui nous écoute sûrement d'où elle est. Il y a un petit groupe de personnes autour de lui qui concentrent le pouvoir, des purges dont il a été beaucoup question au moment justement des législatives de 2020. Les purges c'est vivifiant, ça on l'a déjà dit plein de fois, c'est un moyen de se ressourcer, on est d'accord, pas dû. Il n'y a pas eu de purge, il y a eu on a enlevé à des militants leur investiture pour la députation. Si ces gens ne militaient pas pour le mouvement, mais militaient en fait pour avoir 6 000 balles par mois en étant députés, c'est leur problème, tu vois. Ouais. Mais moi je suis partisan des vraies purges, tu vois, genre à l'ancienne, vraiment, avec l'humiliation en place publique. Là, c'est pas des vraies purges. C'est clair, c'est trop gentil. Cadre avec tous les Ruffin, Autain, Davy, Corbière. Et une d'entre elles, purgée. Déjà, c'est fou, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Mediapart balance une fake news, comme on dit de nos jours. On n'est pas pour le debunk, mais on va le faire. Ruffin n'a pas été purgé. Ruffin a eu son investiture de l'AFI. Il n'y a rien qui s'est passé. Députée Raquel Garrido de Seine-Saint-Denis dit d'ailleurs « Personne ne croit que Mélenchon sera plus démocratique que Macron ». Alors, elle a été purgée de LFI, donc elle a... Elle, c'est aller voir notre capsule là-dessus qu'on a fait avec Zoé. C'est vraiment la pourriture opportuniste. Elle a des griefs à son encontre. Quand même, la question qui se pose, c'est la pratique du pouvoir. Vous qui connaissez bien ce mouvement... Juste, c'est marrant parce que toutes ces personnes qu'on dit purger partagent le fait de trembler des genoux sur la question palestinienne, tu vois, par exemple. Ouais, et c'est là où ce que j'ai dit avant a de l'importance. C'est-à-dire qu'on voit bien que la France insoumise essaie de suivre des lignes radicales pour correspondre aux classes sociales qui ont intérêt à la révolution, qui ont intérêt à un changement de politique antiraciste, féministe, antivalidiste et tout ça. Et qu'en fait, elle ne peut faire ces coups de barre, ces changements de direction que parce qu'elle est très centralisée. Si elle n'était pas centralisée, elle aurait demandé à Garrido est-ce qu'il faut ou non soutenir la résistance palestinienne. Ils auraient dit ah mais moi je sais pas, parce que si on le soutient, tu sais, à la télé ça va être compliqué, et puis je sais pas si je vais être maire de je sais pas quoi. C'est ça la réalité. C'est que si ce n'était pas comme ça, ce serait très probablement plus conservateur comme mouvement. Exactement. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que c'est pas des questions qui vont être posées dans le cadre de la présidentielle, qui peuvent être un autre obstacle? Alors, je pense que les électeurs ne déterminent pas leur vote en fonction de savoir si l'organisation elle fonctionne de manière démocratique ou pas. Et je pense de toute façon, il y a des problèmes dans toutes les organisations. Quelle organisation fonctionne de manière démocratique? J'aimerais bien savoir si Mediapart est démocratique pour choisir ses sujets ou c'est pas le comité comme Plenel, etc., qui a un agenda politique et qui l'impose. Tu vois, j'aimerais bien savoir la société des journalistes de Mediapart si elle décide démocratiquement de la ligne, etc. Mais non, mais surtout qu'en plus, moi je ne vois pas quel parti est démocratique actuellement, tu vois.
Le Rassemblement national n'est pas démocratique, Reconquête non plus, les Républicains non plus. On a vu Louis Sarkozy qui a été placé à la mairie de Menton. Ensemble pour la République là, n'est pas démocratique. Le Parti socialiste, c'est une espèce de truc avec des baronnies et tout, c'est pas démocratique. ELV, c'est pas démocratique. Le PCF a une structure qui est censée être plus ou moins démocratique, mais quand même cadenassée par des vieux fédés, de la vieille qui tiennent les fédés, qui font des purges quand il faut. Donc en fait, il y a un vote démocratique, mais on a purgé en fait 3 jours avant le vote 40% des militants, tu vois. Donc, quel parti est démocratique en réalité, tu vois? Bah c'est ça, et puis même ce qu'on appelle démocratique aujourd'hui, c'est-à-dire le vote majoritaire, etc. Est-ce que c'est vraiment démocratique? Ah non. Non. Mais tu vois, le truc du coup, c'est que... Parce que même quand tu fais un vote majoritaire, par exemple, tu es au PCF et tu fais un vote majoritaire. Et en fait, c'est un texte qui est proposé par le secrétariat général. Oui. Bah, le vote majoritaire, tu sais bien que les gens qui vont pas le voter, ils vont être un petit peu mis à l'écart. Enfin, donc en fait, le vote démocratique, il est biaisé comme ça, quoi. Le truc, c'est qu'on voit bien que cette question de la démocratie interne n'est posée que pour la France insoumise. Et que c'est pas pour attaquer la France insoumise sur la question de la démocratie, c'est pour attaquer la France insoumise parce qu'elle représente une force de rupture, tu vois. C'est pour ça qu'on l'attaque. Exactement. Personne nous casse jamais les couilles avec la démocratie au NPA, tu vois. Alors, je sais pas ou la démocratie de Zinzin au NPA, tu vois. Enfin. Mais ou la démocratie. Et c'est pas grave, tu vois, je m'en fous, moi. Et la démocratie à En Marche. Tu t'imagines comment c'est genre Macron, il a fait son mouvement tout seul ex nihilo. J'aimerais bien savoir le niveau de démocratie qu'il y a eu. C'est des Macron qui contrôlait tout de A à Z et personne va lui reprocher, quoi. Et demain, le NPA est à 17% dans les sondages. Là, t'entendras la démocratie interne, le NPA, je sais pas quoi. Enfin, c'est toujours pareil. Hein. Écoute bien. Anti-pluraliste qu'il y a au sein de la France insoumise, mais vous venez de le faire. Si Mélenchon demain, par hypothèse, devait accéder à l'Élysée, et s'il devait gouverner la France comme il gouverne la France insoumise, on aurait, je pense, effectivement, un peu de soucis à se faire. Bah moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que être à l'écoute des masses les plus populaires et des logiques de rupture, on va dire, les plus avancées avec le capitalisme, même si la France insoumise, on peut le parler, n'est pas communiste, mais je pense que, justement, ce serait bien meilleur que ce qu'on appelle la démocratie élective, où, justement, elle est dans les mains des médias, dans les mains des forces de pouvoir, des riches, où le vote, t'as une tête, une voix, peu importe si t'es bourgeois ou si t'es ouvrier. Enfin, bon, ouais, vraiment, c'est catastrophique, quoi. C'est exactement le même débat qu'on avait déjà eu avec Maduro et c'est toujours les mêmes mecs. Exactement. Qui viennent d'ailleurs des mêmes courants gauche radicale, qui en fait sont confus sur le libéralisme et qui font une critique libérale des gauches de rupture, tu vois. Toujours la critique, ah ouais, mais peut-être qu'en fait, c'est pas une vraie démocratie, je sais pas trop quoi, tu vois. La réalité, c'est que si Mélenchon gouverne exactement comme il gouverne la France insoumise, et puis qui fait comme Maduro, tu vois, qui fait des communes populaires par quartier, avec des gens qui votent et qui peuvent avoir un budget pour financer des trucs qu'ils ont votés entre eux, tu vois. Ben moi, je trouverais ça beaucoup plus démocratique que s'il y a une grande élection avec des médias dominants qui donnent leur avis à tout va et qui mettent en avant certains candidats plutôt que d'autres tous les 4 matins, tu vois. C'est là où je voulais t'emmener. Justement, sur le fait d'idée que en fait, la démocratie, c'est est-ce qu'on défend littéralement les intérêts du peuple ou est-ce que le peuple dans sa diversité a voté au majoritaire et finalement c'est la partie la plus privilégiée qui vient de gagner. C'est vraiment une vraie opposition fondamentale. Après, Mélenchon, il n'a jamais dit je construis une ZAD avec des moyens en cohérence avec la fin que je veux mettre en place. Il n'a pas dit que la France insoumise était quelque chose de préfiguratif de la société. Il peut pas mettre en place une ZAD, Mélenchon, de toute façon. Pourquoi est-ce qu'il... Lui, il croit que Mélenchon, son but, c'est de mettre en place une ZAD, quoi. Construire, il a dit je fais une machine de guerre électorale, quelque chose d'efficace mais pas démocratique. Moi, quand j'en ai parlé avec Manuel Bompard, je le rapporte dans mon livre, il assume que dans la tension entre efficacité et démocratie, il passe par-dessus bord la démocratie pour l'efficacité. Voilà. Et là, tu vois, ça, c'est une fausse distinction. Je sais pas comment il en a parlé, parce que son livre est catastrophique, hein, le populisme de gauche, là, d'ailleurs, à servir un Bersal, comme tout ce qu'il fait, d'ailleurs. Mais, tu vois, moi, je pense que l'efficacité, au nom des classes et des masses populaires, c'est la démocratie. Et peu importe s'il y a eu un vote ou quoi que ce soit. Pour moi, l'efficacité, c'est la démocratie. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure sur Maduro. Avoir sorti un pays de la totalité de l'hégémonie américaine ou avec Castro, etc., c'est beaucoup plus démocratique, c'est-à-dire dans l'intérêt du peuple, des masses, que d'avoir respecté des consignes de vote libéral, etc. Et cette efficacité, on ne doit pas l'opposer à la démocratie, on doit dire c'est la vraie démocratie. Répondre aux masses, peu importe la manière dont on y répond,
Et c'est là où, tu sais, c'est le chat qui attrape les souris. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment de se dire, répondre aux masses et à leurs aspirations, à leur vision du monde et à leurs besoins, c'est la démocratie bien plus que respecter les règles du jeu libéral bourgeoise. Donc il n'y a pas de tension entre efficacité et démocratique. Votre démocratie qui profite qu'à les partis les plus privilégiés est antidémocratique. Notre efficacité qui profite aux masses est démocratique. Voilà. Et encore une fois, moi je trouve que l'élection, à la limite majoritaire et tout, peut-être que dans une société communiste, ce sera tout à fait démocratique parce que ça correspondra à ce que veuillent les masses, tu vois, peut-être. Mais dans une société où il y a de telles forces contre-révolutionnaires bourgeoises d'argent, c'est impossible. C'est la même chose que Castro quand on lui posait la question est-ce que les journalistes ils peuvent dire tout et n'importe quoi chez vous ? Il disait déjà chez vous vos journalistes ils passent leur temps à taper sur Cuba, tu vois. Et il dit moi mon but c'est qu'un jour à Cuba les journalistes ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Sauf qu'aujourd'hui quand on est en guerre contre les États-Unis, si il y a des journalistes qui passent leur temps à taper sur Cuba, à faire la propagande de la CIA, ça pose problème parce que c'est défavorable au peuple cubain en tant que tel, parce que ça favorise l'impérialisme qui peut favoriser un coup d'État et remettre le peuple cubain dans les mains des Américains, tu vois. Et encore une fois, c'est la question du moment historique dans lequel on est, tu vois. Dans une société sans rapport de domination, je sais pas si ça existera, tu vois, mais dans une société avec le moins de rapport de domination possible, on pourra beaucoup plus facilement faire des grands votes démocratiques, libérales, à tout va, que dans une société où tu peux avoir des gens qui sont achetés, tu peux avoir des gens qui sont espionnés, tu peux avoir des gens qui sont mis en avant par les médias et d'autres non, et où au final le combat n'est pas à armes égales. Exactement. Observé pour travailler beaucoup sur la France insoumise depuis quelques Alors là, ça va être la conclusion. C'est le dernier type call, il est pas long. Et tu vas voir, en fait, ça conclut en disant que Mélenchon est un dictateur à venir. Et à chaque fois, dès qu'il y a des transformations réelles, concrètes qui peuvent s'opposer à l'ordre du monde impérialiste et capitaliste, le mot de dictateur va quelques années, je trouve que l'idée qu'il exerce les plus hautes responsabilités m'inquiète un peu dans la mesure où effectivement il a un rapport à la démocratie qui est un peu problématique. Et donc par exemple le fait qu'il envisage, parce que le programme de l'AFI, il va vraiment le dire. Et on a fait une capsule sur la démocratie interne à la place publique. Glucksmann, c'est 10 fois pire que la France insoumise. Hein. Non mais lui il va respecter. Alors que Mélenchon, regarde ce qui va se passer selon la Noisette. S'il est élu, il va se destituer lui-même. Il est quand même obsédé. Regarde, et les mecs ils mettent le truc de 2018 de Fabrice Arfi sur Jean-Luc tord les faits et la République. C'est vraiment les fous quoi. Par l'élection présidentielle, il veut utiliser l'élection présidentielle pour faire exploser le système. Moi, l'hypothèse, par exemple, qui remette en cause son pouvoir une fois élu, j'y crois pas trop. Enfin, franchement... C'est genre le cas. C'est folie. Donc on est dans Maduro. On a des gens qui disent que c'est un dictateur H24. Que c'est pas... Voilà, tu vois, bon, c'est pas bien qu'il ait été pris par les Américains, mais c'est un dictateur. Mélenchon soutient Maduro et t'as des gars de Mediapart à la fin qui viennent pour te dire, moi, s'il est élu, moi, je vais voter pour lui, hein, mais s'il est élu, à mon avis, il va garder le pouvoir et le garder à vie, quoi, tu vois. J'y crois pas trop. Et donc, voilà, je suis un peu... Alors, lui, ils disent en interne qu'en fait, en gros, c'est pas parce que un parti n'a pas besoin d'être démocratique pour prendre un pouvoir et exercer démocratiquement le pouvoir. Moi, cette espèce de dissociation me paraît assez problématique. C'est-à-dire que je pense que la manière dont on gère son parti, elle est quand même un peu prédictive de la manière dont on va exercer le pouvoir quand on sera en responsabilité. En vrai, c'est intéressant parce que moi, j'ai déjà tenu cette ligne, tu vois, et maintenant, je suis sur une ligne tout autre qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire que... faut pas se faire matrixer par la démocratie libérale, tu vois. Mais Exactement. ce truc de dire oui, on peut avoir un parti sans démocratie libérale à l'intérieur, mais on l'appliquera après et tout, c'est assez faible et c'est tendre le bâton pour se faire battre parce qu'après tu te retrouves dans des situations où les mecs ils vont te demander de faire des référendums H24 avec des pressions médiatiques, des pouvoirs, des pressions, des embargos, des trucs comme ça, et tu finis comme Evo Morales, comme Maduro, comme des gars comme ça où au final la démocratie devient presque une sorte de piège contre temps pour pouvoir te traiter de dictateur si tu perds le moindre vote, tu vois. Evo Morales qui d'ailleurs n'avait pas perdu, je crois que c'était en 2019, mais bon, comme les sondages avaient dit qu'il aurait pu perdre et qu'il a gagné, c'était quand même normal de faire un coup d'état contre ce gars-là, quoi. Ouais, c'est ça. Donc non, mais je te dis, comme on reproche à Maduro, tu disais de ne pas avoir organisé d'élections alors que c'était des élections qui étaient destinées à le faire tomber justement parce que les masses les plus réactionnaires et conservatrices étaient en train de reprendre l'avantage. Donc voilà, moi je vais aller même plus loin, il dit à la fin, moi ça m'inquiète s'il gouverne la France comme il gouverne la France insoumise, moi je vais être honnête, si demain une vraie gauche de rupture viendra au pouvoir,
il est fort à parier, et ce sera une bonne chose, qu'on en sortira avec les élections libérales bourgeoises et qu'effectivement, il faudra mettre en place des conseils qui discutent, qui font consensus, qui essayent de trouver la meilleure solution, non pas par le vote, mais par justement l'échange, la discussion, la coopération, ce qu'est la vraie démocratie ouvrière et dans son histoire, et non pas par simplement le vote caché libéral qu'on nous vend. Voilà. Donc, oui, ou par le vote à des échelons différents, des votes par exemple sur les lieux de travail, dans les Exactement. communes, des choses comme ça. ouais, exactement. Voilà, donc rassuré par Mediapart, vraiment je trouve que le dispositif était intéressant à voir, ça reprend tout un tas de choses qu'on dit pour justement montrer que Mélenchon, en fait, il fait peur quand même, mais voilà, je sais pas ce que t'en as pensé. Ah, vraiment, je trouve ça juste un peu nul, quoi. T'apprends rien, quoi. Enfin, j'ai pas tout vu, mais t'apprends pas grand-chose. Tu vois l'agenda qu'ils essaient de faire passer, qui sont plutôt anti-Mélenchon, mais qui sont un peu baisés parce qu'il y a que Mélenchon qui peut passer, et puis voilà, quoi. Exactement. Bon, et on va conclure là-dessus. Ouais, sur ce, n'hésitez pas, comme d'habitude, à donner sur Tipeee, à nous suivre sur nos différentes chaînes. On ne veut plus, sur laquelle sortent des vidéos, notamment là, est sortie une vidéo d'analyse de Chris et Zoé sur les prochaines municipales à Chambéry, invité par le groupe des jeunes insoumis de Chambéry. N'hésitez pas non plus à vous abonner aux chaînes personnelles de Zoé, la mienne, allez voir Position Revue, de suivre la campagne Plus Jamais PS, et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens. C'est la